Ma mère s'est moquée de moi parce que j'étais fauché. Ma sœur a ricané, tu seras toujours une moins que rien sans valeur. Elle ne savait pas que je payais leur prêt immobilier, leur voiture et leurs factures. J'ai souri, qu'elle parle. Jusqu'à ce matin, où j'ai envoyé un seul courriel maintenant bonne chance. Je m'appelle Léa. J'ai 27 ans. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai porté deux étiquettes qui ne m'ont jamais vraiment appartenu, fauché et sans valeur. Du moins, c'est ce que ma propre famille aime dire. Pour eux, je suis la fille qui n'a jamais le dernier sac à la mode, la voiture la plus rutilante, le vêtement de créateur, rien. Celle qui se présente avec les mêmes chaussures que l'année dernière et qui ose trouver ça bien. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que pendant qu'ils se moquaient de mon soi-disant style de vie de pauvre, je payais discrètement le leur. Le prêt immobilier dont ils se vantent d'être propriétaires? Mon virement automatique. La voiture qu'ils aiment exhiber sur les réseaux sociaux? Ma signature sur le prêt. Les factures de services publics qui ne sont jamais coupées. Les factures médicales qui disparaissent comme par magie. Les cartes de crédit qui n'arrivent jamais vraiment en recouvrement. Tout ça, c'était moi. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés ricaner. J'ai avalé chaque insulte, chaque blague à mes dépens, parce que je me disais qu'il était plus facile d'être le pilier silencieux que la méchante qui mettait la famille mal à l'aise avec la vérité. Mais ce matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai regardé ma boîte de réception débordante, et j'ai réalisé quelque chose. La seule raison pour laquelle ils me voient encore comme une personne sans valeur, c'est parce que j'avais trop peur de leur montrer le pouvoir que j'avais réellement. Alors, j'ai rédigé un courriel, un objet, quelques captures d'écran, une liste de transactions, et une liste de destinataires en copie carbone assez longue pour leur donner des sueurs froides. Avant que je ne vous montre exactement ce que j'ai écrit dans ce courriel, et ce qui s'est passé au moment où ils ont réalisé qu'ils payaient vraiment pour leur petite vie parfaite, dites-moi ceci, quelle heure est-il là où vous êtes? Et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire de famille, d'argent et de vengeance voyagera. La première ligne que j'ai tapée dans ce courriel était simple, voici une liste de tout ce que vous avez un jour appelé vôtre et qui a en réalité été payé par moi. Pas de drame, pas d'insulte, juste ça. Puis j'ai commencé à lister les paiements du prêt immobilier, date, montant, numéro de confirmation, ligne après ligne, mois après mois, surligné en jaune. Sous chacun d'eux, j'ai ajouté d'où venait l'argent. Payé depuis mon compte courant se terminant par 0427. La maison qu'ils ont publiée en ligne avec la légende, le travail acharné paie. Mon travail acharné. Ensuite, il y a eu la voiture, le SUV élégant et brillant que ma sœur aimait photographier sous tous les angles. J'ai fait défiler mon application bancaire et j'ai retrouvé le premier virement, l'acompte qu'ils avaient péniblement rassemblé. Je me souvenais de ce jour à la concession automobile si vivement que mon estomac se tordait. J'avais 22 ans, assise sur une chaise en faux cuir bon marché dans un blazer qui ne m'allait pas tout à fait, pendant que ma mère et ma sœur charmaient le vendeur. Chaque fois qu'il mentionnait le co-emprunteur, elles agitaient les mains et disaient « Oh, elle est juste là pour aider avec la paperasse. » Juste de la paperasse, me suis-je répété à l'époque, comme un mantra. Mais quand le paiement mensuel a commencé à mettre mon compte à découvert, personne n'a plus appelé ça « juste de la paperasse ». J'ai aussi fait des captures d'écran de ces paiements. Pour chaque image, j'ai écrit une courte phrase en dessous, « Vous avez conduit ça. J'ai payé pour ça. » C'était froid. C'était aussi vrai. Avec chaque élément que j'ajoutais, un souvenir s'attachait à la ligne comme une ombre qui ne voulait pas lâcher prise. J'avais 19 ans, je travaillais à mon premier emploi de bureau, je prenais le bus parce que je ne pouvais pas encore me payer une voiture. Mon téléphone a vibré un après-midi avec un texto de ma mère. Appelle-moi. Urgence. Quand je suis sorti dans le couloir, elle pleurait déjà. Ils vont prendre la maison, Léa. Nous avons 3 mois de retard. Je ne sais pas quoi faire. Je me souviens m'être laissé glisser le long du mur, le cœur battant. J'avais un petit fonds d'urgence que j'avais constitué en disant non aux pauses café, en partageant mes repas avec des amis et en prétendant que je n'avais pas faim quand c'était le cas. Je lui ai viré tout ce que j'avais le jour même. Pas de questions, pas de jugement, pas de sermon. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Je suis jeune. Je vais me reconstruire. Une semaine plus tard,
elle a publié une photo de famille devant la maison avec la légende « Reconnaissant pour nos bénédictions ». Je n'étais pas mentionné. Le virement bancaire non plus. C'est la première fois que j'ai réalisé quelque chose, mes sacrifices n'étaient pas seulement invisibles. Ils étaient pratiques à oublier. À mesure que je tapais, la liste devenait laide dans son honnêteté. Services publics, électricité, gaz, eau. Chaque fois qu'ils se vantaient de ne jamais laisser les lumières s'éteindre, c'était parce que j'étais discrètement intervenu avant que l'avis de coupure ne se transforme en camion devant leur maison. J'ai ajouté les reçus des fois où je m'étais réveillé avec un appel frénétique. Léa, la compagnie d'électricité a fait une erreur. On est sur le point d'être coupé. Peux-tu juste couvrir ça pour cette fois? Juste cette fois, a été répété si souvent que c'est devenu un bruit de fond. Puis il y a eu les factures médicales. Celles-là étaient les plus douloureuses. Pas seulement à cause de l'argent, mais à cause du chantage affectif qui y était attaché. Tu sais, je le ferai pour toi, disait ma mère. La différence, c'est qu'elle le disait. Moi, je le faisais vraiment. J'ai joint des courriels de confirmation des hôpitaux. Sous chacun, j'ai ajouté « entièrement couvert par moi pour qu'aucun agent de recouvrement ne vous appelle ». Je n'essayais pas de les humilier. Je documentais une histoire qu'ils avaient effacée. Entre les pièces jointes, je me suis surprise à survoler la touche de suppression, me demandant si j'étais mesquine. Est-ce que je réagissais de manière excessive? Est-ce que j'exagérais les choses? Puis je me suis souvenu d'un dîner de famille quand j'avais 24 ans, épuisé par les heures supplémentaires pour rattraper mon propre loyer parce que je les avais encore sortis d'affaires. Ma mère a levé son verre et a plaisanté, on sait tous que Léa n'est pas douée avec l'argent. Elle est toujours trop fauchée pour les belles choses. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais mon estomac s'est tordu si fort que je n'ai pas pu finir mon repas. Personne à cette table ne savait que j'avais payé leurs frais de retard la semaine précédente. Personne n'a demandé pourquoi j'étais trop fauché. J'étais juste la blague. Alors, je suis remonté en haut du courriel et j'ai ajouté une autre ligne, vous avez passé des années à me traiter d'irresponsable sans jamais demander d'où venait l'argent dont vous aviez besoin. J'ai décidé de structurer le courriel comme une facture. Non pas parce qu'ils me devaient tous ces euros, j'avais déjà accepté que je ne les reverrais jamais, mais parce que je voulais qu'ils comprennent l'ampleur de ce qu'ils avaient pris pour acquis. J'ai regroupé les choses en sections, logement, transport, urgence, style de vie. Sous « style de vie », j'ai listé les paiements de cartes de crédit que j'avais fait quand ils avaient accidentellement atteint le plafond de leur carte pour des vacances, des dîners et des cadeaux qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je me souviens d'un Noël où ma sœur a publié une photo de ses cadeaux avec la légende « Quand ta famille te gâte parce que tu le vaux bien ». Ce que la photo ne montrait pas, c'était moi, assise à la table de ma cuisine, regardant mon propre compte bancaire dans le rouge parce que j'avais remboursé la carte qu'ils avaient utilisée pour juste quelques cadeaux de dernière minute. J'ai aussi mis ces paiements dans le courriel. En dessous, j'ai écrit « Tu as dit que tu méritais d'être gâté. Voilà ce que ça m'a coûté. » À un moment donné, j'ai arrêté de taper et j'ai juste fixé l'écran lumineux. Le document était long maintenant, des pages de preuves, de chiffres et de reçus qui se moquaient des sentiments ou des excuses. Mes mains tremblaient, mais pas de colère et de clarté. J'ai réalisé depuis combien de temps je me racontais une histoire qui me maintenait coincé, ils ne comprennent pas, mais ils m'aiment. C'est ce que font les familles. L'argent, ce n'est que de l'argent. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Parce que si l'argent n'était que de l'argent, ils n'utiliseraient pas mon manque de richesse visible comme une arme contre moi chaque fois qu'ils voulaient rire. Si l'amour était vraiment le fondement ici, le respect ne serait pas si conditionnel aux apparences et à la performance. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré lentement. Puis, presque sans réfléchir, j'ai tapé une question dans le courriel juste après le décompte de style facture, à quel moment aider sa famille cesse-t-il d'être de l'amour pour devenir de l'autodestruction? Je ne savais pas s'il lirait même cette ligne, mais j'en avais besoin là, pour moi. La dernière chose que j'ai ajoutée avant de fermer le brouillon était un court paragraphe, mesuré et sans émotion, je ne partage pas cela pour vous blesser. Je partage cela parce que vous avez construit une version de la réalité où je suis fauché, irresponsable et sans valeur, tout en comptant discrètement sur moi pour survivre. Les deux ne peuvent pas être vrais. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de la personne dont le nom figure sur les paiements qui maintiennent votre vie à flot. J'ai lu le courriel de haut en bas, la poitrine serrée, les dents serrées.
Puis j'ai fait exactement ce que j'avais toujours fait à ce stade, j'ai cliqué sur « Enregistrer le brouillon » au lieu de « Envoyer ». Certaines vieilles habitudes ne se perdent pas facilement. Mon curseur clignotait sur l'écran comme s'il me mettait au défi d'être courageuse. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis dit que je ne l'enverrais jamais vraiment. Je n'avais aucune idée que le prochain message que je recevrais, une invitation à un autre dîner de famille parfait, serait la goutte d'eau qui transformerait ce brouillon que je n'enverrais jamais en l'allumette qui réduirait toute leur façade en cendres. Dîner de famille samedi, chez moi. Ne sois pas bizarre. Viens, c'est tout. Le texto de Camille est apparu avec une photo en pièce jointe, comme elle le fait toujours. Sur la photo, sa table de salle à manger était déjà à moitié dressée, les assiettes alignées sur une longue surface polie, des verres en cristal captant la lumière d'un lustre qui semblait sorti d'un magazine. Elle adorait mettre en scène ces petits aperçus, comme des bandes-annonces de la vie qu'elle voulait que tout le monde croie qu'elle menait. Ce qu'elle ne semblait jamais réaliser, c'est que chaque photo parfaitement cadrée de cette table, chaque détail soigné en arrière-plan, était pour moi un rappel du nombre de fois où mon compte en banque s'était vidé pour que cette pièce puisse rester entièrement meublée et entièrement éclairée. J'ai fixé son message pendant une longue minute. N'importe quelle autre semaine, j'aurais commencé à me trouver des excuses. Je suis fatigué. J'ai une date limite. Je dois travailler tard. J'aurais choisi la paix plutôt que l'humiliation, je serais resté chez moi sur mon canapé, en espérant que sauter un dîner signifierait sauter une nouvelle salve de blagues à mes dépens. Mais cette fois, quelque chose en moi a refusé de fuir. Au lieu d'ouvrir à nouveau notre conversation, j'ai ouvert mes courriels. Le brouillon me fixait, en attente. L'objet que j'avais écrit plus tôt semblait presque trop calme pour ce qu'il contenait. Il disait, ce que vous appelez votre contre ce qui était réellement mien. Je suis resté assise là, à regarder le curseur clignoter. Puis je l'ai effacé et j'en ai tapé un nouveau, lisez ceci avant de dire un mot de plus sur mon argent. C'était plus dur. C'était aussi plus honnête. J'ai commencé à ajouter des noms à la liste des destinataires, et j'ai été méthodique. D'abord ma mère, puis ma sœur. Après cela, j'ai ajouté le reste du cercle intime, les personnes qui semblaient toujours être présentes lorsque les blagues faisaient le plus mal. Les tantes qui aimaient chuchoter dans les coins sur qui réussissait mieux que qui. Les cousins qui riaient un peu trop fort chaque fois que ma mère me traitait de dramatique ou d'irresponsable. L'oncle qui ne manquait jamais une occasion de demander si j'avais, enfin compris comment être une adulte convenable. Puis je suis passé à la ligne de copie carbone. C'est là que résidait la vraie pression. J'ai ajouté l'ami de la famille que ma mère cherchait désespérément à impressionner, celle qui la considérait comme l'image de la force et de l'indépendance. J'ai ajouté un couple de la paroisse qui dirigeait le groupe communautaire où ma mère aimait se positionner comme la matriarche sage et stable qui avait tout compris. Ligne par ligne, j'ai construit un public pour la vérité, non pas pour les humilier pour le plaisir, mais pour qu'il leur soit impossible de déformer l'histoire pour me faire passer pour le problème. Quand j'ai eu fini, je n'ai pas cliqué sur envoyer. Mon doigt a survolé le bouton, la poitrine serrée. Et puis je me suis souvenu de leur visage lors des dîners précédents, de la façon dont ma mère regardait autour de la table avant de lancer une pique à mes dépens, comme si elle chauffait un public. Je ne voulais pas d'une autre soirée comme celle-là. Je voulais des conséquences. Alors, j'ai cliqué sur l'option de programmation à la place. Je l'ai réglé pour le lendemain matin à 9h. Cela semblait juste. Assez tard pour que tout le monde soit réveillé. Assez tôt pour qu'ils soient encore en train de faire défiler leur téléphone, de siroter un café, de planifier leur journée avant de réaliser que leur version entière de la réalité venait d'être réécrite dans leur boîte de réception. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé la petite confirmation sur l'écran, courriel programmé. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me préparer pour le dîner. Mes mains bougeaient en pilote automatique, choisissant la même robe noire simple que j'avais déjà portée. Elle était propre, soignée et confortable, mais rien en elle n'était à pas accent grave-l'œil. La dernière fois que je l'avais portée, ma mère avait ri et l'avait qualifiée de « chic de la crise » devant tout le monde. Je me souviens avoir fait semblant de rire tout en faisant mentalement le calcul de ce qui me restait après avoir couvert une de ces urgences cette semaine-là. J'ai enfilé la robe quand même. J'en avais fini de m'habiller pour leur approbation. Sur le chemin de chez Camille, je regardais la ville défiler par la fenêtre du bus, des cafés se préparant pour la soirée, des couples sortant,
des lumières s'allumant aux fenêtres des appartements. Quelque part dans cette même ville, mon argent reposait tranquillement dans des maisons et des voitures qui ne portaient pas mon nom, soutenant une vie à laquelle je n'avais jamais été autorisé à appartenir pleinement. Je suis descendu un arrêt plus tôt que d'habitude, juste pour respirer avant d'entrer dans la représentation. Quand j'ai atteint son immeuble, j'entendais de la musique avant même de sortir de l'ascenseur. Des rires et des tintements de verre se déversaient dans le couloir, le genre de bruit qui dit « Tout est parfait ici. Ne regardez pas de trop près. » J'ai frappé, et la porte s'est ouverte en grand. « Léa. Tu es à l'heure, pour une fois, » dit Camille, souriant largement et me faisant la bise. Les miracles existent. Elle sentait le parfum cher, et son maquillage était impeccable, chaque cheveu en place. Elle a pris la boîte de dessert de mes mains et l'a regardée. « Fait maison, encore » dit-elle en haussant un sourcil, s'assurant que les personnes les plus proches de la porte pouvaient entendre. « Tu ne peux toujours pas te payer un traiteur ?» Quelques personnes à proximité ont ri, pas fort, mais assez. Ma mère est apparue derrière elle, un verre de vin à la main, les yeux déjà brillants de cette énergie vive qu'elle avait chaque fois qu'il y avait un public. « Te voilà, dit-elle, me faisant une étreinte rapide qui ressemblait plus à une pose pour une photo qu'à de l'affection. On se disait justement qu'on espérait que tu n'annulerais pas à la dernière minute parce que ton compte en banque avait fait une crise de panique. » Plus de rire autour de nous et quelques regards compatissants qui ne faisaient rien pour adoucir la piqûre. Je suis passé devant elle pour entrer dans la salle à manger, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. La table de la photo, maintenant entièrement dressée avec des bougies, des couverts lourds et des assiettes qui semblaient n'avoir jamais vu un lave-vaisselle. Des bouteilles de vin alignées sur le buffet, les étiquettes tournées vers l'extérieur exprès et de petites touches partout pour dire « Nous allons bien. Nous ne sommes pas comme ces gens qui luttent. » J'ai pris ma place près du milieu de la table, assez proche pour faire partie des conversations, assez loin du bout de la table où ma mère aimait s'asseoir et tout diriger. Alors que les gens s'installaient, les téléphones sont sortis, des photos ont été prises, et j'ai regardé un cousin orienter soigneusement son appareil photo pour capturer la table et la tenue de ma sœur, mais pas le fait qu'elle était en retard sur les paiements de la voiture garée à l'extérieur. Pendant un instant, j'ai ressenti l'ancienne envie familière de me recroqueviller, de me faire petite, silencieuse et agréable pour que la soirée se passe sans trop de dégâts. Puis je me suis souvenu du courriel qui attendait sur le serveur, programmé pour s'envoyer dans moins de 12 heures. Je me suis souvenu de l'objet, des reçus, du total. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas impuissante dans cette pièce. Ils pouvaient encore rire. Ils pouvaient encore lancer leur pique. Mais le compte à rebours avait commencé, et aucun d'eux ne le savait. Je me suis permis un petit sourire alors que ma mère levait son verre pour le premier toast. Ce soir, ils voyaient la même Léa qu'ils avaient toujours cru comprendre. Demain matin, en ouvrant leur boîte de réception, ils rencontreraient enfin la version de moi dont ils avaient vécu sans jamais le reconnaître. Celle qui savait exactement ce qu'elle valait, jusqu'au dernier centime. Le dîner fut exactement ce à quoi je m'attendais, musique douce, belles assiettes, l'appartement de ma sœur décoré comme une salle d'exposition. Tout le monde parlait de réussite professionnelle, de voyages et de nouvelles choses qu'ils avaient achetées. Ma mère était assise en bout de table avec un verre de vin, racontant comment elle avait toujours maintenu cette famille unie, comment elle était celle qui s'assurait que rien ne s'effondre jamais. Les gens hochaient la tête, riaient et remplissaient son verre. J'étais assise au milieu, la silencieuse en robe noire unie, pensant au courriel qui attendait dans ma boîte d'envoi, programmé pour 9 heures demain matin, rempli de preuves que l'histoire qu'ils aimaient raconter n'était pas toute la vérité. Pendant un moment, j'ai fait ce que je fais toujours, je me suis fondu dans le décor. Ma sœur s'est vantée de son abonnement au spa et d'un voyage qu'elle voulait faire pour se ressourcer. Une tante a complimenté l'appartement et la voiture garée en bas. Personne n'a mentionné les avis de retard ou les appels de la banque. Personne n'a mentionné les nuits où ils m'avaient appelé parce que quelque chose allait être coupé. Pour eux, j'étais toujours la Léa qui ne voyageait pas, qui portait les mêmes vêtements plus d'une fois, qui disait toujours qu'elle surveillait son budget. Cette version de moi avait du sens pour eux. Elle faisait paraître leur propre choix meilleur. Le premier coup est arrivé exactement quand je savais qu'il viendrait. Ma mère a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Alors, Léa, dit-elle en étirant mon nom. Comment va la vie dans ce petit appartement? Tu fais toujours semblant d'aimer vivre comme ça, ou es-tu enfin prête à admettre que tu n'arrives tout simplement pas à suivre ?» Quelques personnes ont ri.
Ma sœur a souri, attendant de se joindre à la fête. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé ma fourchette et j'ai rencontré le regard de ma mère. Normalement, j'aurais haussé les épaules, fait une blague et serais passé à autre chose. Ce soir, je suis restée silencieuse. Ma vie va bien, ai-je dit. Mon loyer est payé. Mes lumières restent allumées. Mon frigo a de la nourriture. Je vais bien. Ma mère a eu un petit rire incrédule. Oh, allez, a-t-elle répondu. Chaque fois qu'on t'invite quelque part, tu dis que tu es fauché. Tu apportes de la nourriture faite maison au lieu d'envoyer de l'argent. Tu ne nous rejoins jamais en voyage. À un moment donné, tu dois admettre que tu as des difficultés. Ce n'est pas un crime. Camille est intervenue. Exactement, a-t-elle dit. Tu travailles constamment, mais qu'as-tu à montrer? Pas de vacances, pas d'amélioration, rien d'amusant. Ce n'est pas une stratégie. C'est juste être fauché. Fauché. Ils adoraient ce mot quand il s'agissait de moi. Ils le disaient à la légère, mais il tombait lourdement à chaque fois. Avant, ça me transperçait. Après avoir rédigé ce courriel et vu ma vie en chiffres, ça sonnait juste paresseux. Vous pensez vraiment que je suis fauché, ai-je demandé. Ma mère a secoué la tête, toujours souriante. Léa, a-t-elle dit, tu as presque 30 ans et tu vis encore comme une étudiante. Tu parles toujours de la difficulté des fins de mois. On ne t'attaque pas. On s'inquiète pour toi. Vous pourriez vous inquiéter moins et poser plus de questions, ai-je dit. Aucun de vous ne demande jamais pourquoi je dis non. Vous décidez simplement que j'échoue. Ma sœur a levé les yeux au ciel. Ça y est, on y est, a-t-elle marmonné. Le discours mystérieux. Si tu as des difficultés, dis-le. N'essaie pas de nous faire sentir mal parce que tu as pris de mauvaises décisions. J'ai regardé le collier autour de son cou, celui dont je me souvenais d'une facture que j'avais aidé à payer. J'ai regardé les clés de voiture sur la table, attachées à la voiture pour laquelle j'avais co-signé. Ma gorge s'est serrée. Je n'étouffais pas de honte cette fois, juste de tout ce que j'aurais pu dire. Je n'essaie de faire sentir mal personne, ai-je dit. Je vous demande de réfléchir. Comment pensez-vous que tant de choses dans cette famille sont restées à flot? La table est devenue silencieuse. Mon oncle s'est arrêté au milieu d'une phrase. Une tante a posé son verre. Le sourire de ma mère s'est estompé. Qu'est-ce que tu essaies de dire, a-t-elle demandé. Que nous ne pouvons pas gérer nos propres vies? Que nous t'utilisons? Nous sommes une famille. Les familles s'appuient les unes sur les autres. Tu agis comme si tu étais une sorte d'héroïne. S'appuyer les uns sur les autres signifie que les deux côtés reçoivent du soutien, ai-je répondu. Est-ce que ça a déjà été vraiment le cas pour moi? Personne n'a répondu. Le silence s'est installé entre nous, plus lourd que n'importe quelle blague qu'il m'avait lancée. Ma sœur a finalement parlé. Alors, on a eu besoin d'aide parfois, a-t-elle dit. Qui n'en a pas eu besoin? Ça ne veut pas dire que tu peux agir comme si on te devait tout. Vous ne me devez pas tout, ai-je dit. Vous me devez le respect. Vous me devez de ne pas faire de moi une histoire sur ma pauvreté alors que c'est moi qui m'assure que certaines factures sont payées et que certaines choses ne sont pas saisies. Le mot « facture » a changé quelque chose sur le visage de ma mère avant qu'elle ne force un autre rire. Écoute-toi, a-t-elle dit. Quelle facture? On dirait que nous nous noyons. Nous trouvons toujours un moyen. Vous trouvez un moyen, ai-je répondu, parce que quelqu'un vous a rattrapé chaque fois que vous êtes tombé. Ma voix était égale. Mon cœur battait assez fort pour que je le sente dans mes mains. Après cela, personne n'est complètement retourné au rythme facile qu'ils aimaient. Les gens ont essayé de changer de sujet. Les blagues tombaient, mais pas tout à fait juste. J'ai surpris un cousin en train de me regarder comme s'il rejouait de vieux moments dans sa tête. Ma mère est retournée à ses histoires, mais ses yeux se tournaient plus souvent vers moi, comme si elle essayait de mesurer jusqu'où j'étais prête à aller. Quand je me suis levé pour débarrasser les assiettes, ma mère m'a suivi dans la cuisine. Loin de la table, sa voix a baissé. Quoi que tu prévois, a-t-elle dit, n'oublie pas qui t'a élevé, qui t'a accueilli, qui t'a donné tout ce que tu as. J'ai posé la vaisselle et je me suis retourné. Tu m'as donné un foyer, ai-je dit. Je serai toujours reconnaissante pour ça.
Mais tu ne m'as pas tout donné. Je vous ai beaucoup donné aussi. Plus que vous ne l'avez jamais admis. Sa mâchoire s'est crispée. Tu joues un jeu dangereux, Léa, a-t-elle prévenu. Ne fais pas une erreur que tu ne pourras pas réparer. Je suis passé devant elle pour retourner vers le couloir. Je l'ai déjà faite, ai-je dit. J'ai laissé ça durer pendant des années. Plus tard, quand je suis sorti, l'air semblait plus froid qu'à mon arrivée. Sur le trottoir, mon téléphone a vibré avec une notification du groupe de discussion familiale. Une photo est apparue, tout le monde autour de la table, bras dessus bras dessous, souriant à l'appareil photo, vers levé. La légende disait, la famille avant tout. J'ai fixé mon propre visage sur le bord du cadre, à moitié détourné. Ils y croyaient encore. Ils croyaient encore que la blague était sur moi. Demain matin, en se réveillant et en voyant mon nom dans leur boîte de réception, ils allaient enfin apprendre ce que, la famille avant tout, avait vraiment signifié, une personne payant le prix pendant que tout le monde riait. Pendant près de 3 ans, mes parents ont existé dans ma vie comme un bruit de fond. Présent, mais facile à ignorer. Un courriel rigide pour les « joyeuses fêtes ». L'occasionnel message en chaîne transféré. Un texto d'anniversaire envoyé en retard avec un « j'espère que tu vas bien », générique ajouté comme une pensée après coup. Je ne répondais pas à la plupart. J'étais occupé à être quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'avais choisi. Sous le nom de Dr Élise Lambert, mes journées étaient remplies. Mon cabinet était toujours bondé. J'étais la personne que les gens venaient voir quand leur propre famille disait « tu exagères » et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour leur dire qu'ils n'étaient pas fous. La nuit, j'écrivais sur le blog qui avait commencé comme un petit journal intime secret pour des inconnus et qui ne cessait de grandir. Plus de commentaires, plus de partages, plus de messages privés qui ressemblaient tous à des variations de la même phrase, je pensais que ça n'arrivait qu'à moi. Puis un de mes articles, L'enfant fantôme et l'enfant en or, a été repris par un magazine en ligne de taille moyenne axé sur la santé mentale et la dynamique familiale. C'était la chose la plus personnelle que j'ai jamais écrite, une autopsie à peine voilée de ma propre enfance. Ils ont demandé s'ils pouvaient le republier. J'ai accepté à une condition, qu'ils utilisent, Dr L, psychologue, nom changé pour des raisons de sécurité. Pas de nom complet, pas de lieu, juste la vérité, débarrassé des détails identifiants, mais pas de son impact. J'ai cliqué sur envoyer, fermé mon ordinateur portable et suis retourné à ma vie. Pendant quelques jours, rien n'a changé. Puis l'article a été mis en ligne. Un après-midi, au déjeuner, mon téléphone a commencé à vibrer. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. Il a vibré encore et encore. Puis un texto. Élise, s'il te plaît. C'est maman. C'est important. Mon estomac s'est noué de cette vieille manière familière, comme autrefois quand je voyais le numéro de téléphone de l'école clignoter sur le téléphone fixe et que je savais que j'allais avoir des ennuis pour quelque chose que mon frère avait fait. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que l'appel aille à la messagerie vocale, puis j'ai posé le téléphone face contre table sur mon bureau et j'ai fini mon sandwich comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'ai finalement écouté. Dans le premier message vocal, la voix de ma mère sonnait faux. Pas calme, pas supérieur brisé. Élise, si c'est toujours ton numéro, je pense que cet article parlait de nous, a-t-elle dit. Les gens parlent. Ton père est furieux. Ton frère perd des clients, des sponsors. Ils ne veulent pas travailler avec quelqu'un d'une famille qui ferait ça à sa fille. C'est ce que tu voulais? Nous punir? Voilà. Pain, nous l'avons lu et nous avons réalisé à quel point nous t'avions blessé. Justin, tu nous donnes une mauvaise image. Le deuxième message vocal est arrivé quelques heures plus tard, la voix plus vive, presque réprobatrice. Ce sont nos affaires privées. Je n'arrive pas à croire que tu nous dépeindrais comme des abuseurs sur Internet. C'était un malentendu, et maintenant tu nous fais passer pour des monstres. Retire-le. Répare ça. Un malentendu. Ma poitrine m'a fait mal à ce mot. Des années d'événements manqués, de « ne sois pas dramatique », de choix des besoins de mon frère avant les miens, réduit à un malentendu que je devais, selon eux, avaler en silence. J'ai fait écouter les messages à Sophie le lendemain après notre dernière séance. Elle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Voilà, a-t-elle dit. Ils n'ont pas appelé parce qu'ils t'ont soudainement vu.
Ils ont appelé parce que d'autres personnes les voient enfin. Est-ce que je vais trop loin, ai-je demandé, détestant le tremblement dans ma voix. Sophie a froncé les sourcils. Tu as écrit sur ton expérience. Tu ne les as pas nommés. Tu n'as rien fabriqué. Ils ont construit la maison. Tu as allumé les lumières. S'ils n'aiment pas ce à quoi ça ressemble, ce n'est pas de ta faute. Je voulais la croire. Une partie de moi entendait encore la voix de mon père, cependant. Les familles règlent leurs problèmes en privé. On n'embarrasse pas les siens devant les autres. Cette phrase avait été utilisée pour me faire taire toute ma vie. Plus tard ce soir-là, seul sur mon canapé, j'ai ouvert mes courriels. Un nouveau message trônait en haut de ma boîte de réception. Objet, demande d'interview, histoire d'éloignement familial. Un journaliste spécialisé dans les histoires de familles toxiques, d'enfants ayant coupé les ponts et d'attentes culturelles avait lu mon article. Il voulait faire un article anonyme plus long. Votre perspective, à la fois en tant que psychologue et en tant que personne qui s'est éloignée de sa famille, est puissante, écrivait-il. Nous pensons que cela pourrait aider beaucoup de gens à qui l'on dit qu'ils réagissent de manière excessive à la négligence. Pendant que je lisais, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre numéro inconnu avec l'indicatif régional de ma ville natale. Un autre message vocal. Celui-ci était plus court. La voix de ma mère était brute. S'il te plaît, appelle-moi. Nous sommes désespérés. Pas, tu me manques. Pas, je suis désolé. Juste, nous sommes désespérés. Désespérés parce que l'image de père de famille de mon frère se fissurait après la fuite de la vidéo du barbecue. Désespérés parce que l'article donnait aux gens des mots pour le genre de négligence qu'ils avaient toujours balayé comme étant normal. Désespérés parce que, pour la première fois, je n'étais pas la seule à payer pour leur choix. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Mon esprit a fait ce qu'il fait toujours, il a transformé la situation en une séance de thérapie que je ne pouvais pas facturer. Une voix dans ma tête ressemblait à la version enfant de moi, 16 ans, assise sur le bord de son lit dans une robe qu'elle s'était achetée pour une cérémonie de remise de prix que ses parents avaient quittée plus tôt. Si tu décroches, a-t-elle murmuré, ils diront encore que tu es trop sensible. Ils diront que tu as mal compris. Tu pleuras. Ils soupireront. Et rien ne changera. S'il te plaît, ne me remets pas dans cette pièce. Une autre voix, plus nouvelle et plus vive, ressemblait à celle de Sophie. Tu as enfin un moyen de pression. Ne le leur rends pas gratuitement. Demande-toi à qui cela profite si tu leur facilites la tâche. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le café de ma ville natale où nous allions après la messe. Mon moi plus jeune était assise en face de moi dans cette image mentale, portant mes vieux jeans d'occasion, les genoux agités, le téléphone serré dans ses deux mains. Ce sont toujours tes parents, a-t-elle dit doucement. Et je suis toujours leur fille, ai-je répondu. Mais quand est-ce que ça m'a déjà protégé? Elle n'avait pas de réponse. Elle avait juste l'air fatiguée, comme je me souviens m'être senti tout le temps à l'époque. J'ai ouvert les yeux. L'appartement vide autour de moi semblait très loin de cette vieille maison, de cette ancienne version de moi. J'ai repris mon téléphone. L'écran brillait avec le dernier texto de ma mère, nous sommes désespérés. Pourquoi, ai-je dit à voix haute. Pour moi ou pour la gestion de crise? Le silence a répondu pour elle. Je n'ai pas rappelé ce soir-là. Au lieu de ça, j'ai répondu au journaliste. Une interview anonyme me convient, ai-je tapé, mais je n'adoucirai pas ce qui s'est passé pour mettre qui que ce soit plus à l'aise. Mon doigt a survolé la touche d'envoi pendant une longue seconde. Quelque part en moi, cette voix d'adolescente a murmuré, tu es sûr? Ça pourrait tout empirer. Puis une autre partie de moi, la femme qui a traversé la scène seule pendant que ses parents retournaient des saucisses, a répondu, c'est déjà aussi mauvais que ça peut l'être avec eux. Ça pourrait améliorer les choses pour quelqu'un d'autre. J'ai cliqué sur envoyer. Ce n'est qu'alors que j'ai ouvert un nouveau texto à ma mère et que j'ai tapé, j'ai reçu tes messages. Je ne suis pas prête à parler. Quand je le déciderai, ce sera selon mes termes, en public, où vous ne pourrez pas réécrire ce qui s'est passé. D'ici là, vous devrez vivre avec ce que vous avez fait et avec le fait que les gens le voient enfin. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai mis la conversation en sourdine, j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai laissé le silence remplir la pièce. Question pour vous,
quand quelqu'un ne vous contacte qu'après que votre silence lui a finalement coûté de l'argent, un statut et le masque qu'il a porté pendant des années, mérite-t-il de retrouver votre voix ou juste l'écho de ses propres choix? Finalement, j'ai rappelé, mais pas pour m'excuser. Si nous parlons, ai-je dit à ma mère, ce doit être dans un lieu public et neutre. Pas de cris, pas de prétention que tout était un malentendu. Vous dites la vérité, ou il n'y a rien à dire. Elle a accepté instantanément, ce qui était presque suspect. Nous avons choisi un café à mi-chemin entre Lyon et leur ville, un endroit bondé avec de grandes fenêtres et nulle part où se cacher. En entrant, je les ai repérés immédiatement. Ma mère semblait plus petite que dans mon souvenir, les rides plus profondes sur son visage. Mon père avait exactement la même apparence, juste plus vieux, la mâchoire serrée, les bras croisés, la colère cachée sous une couche de calme. Ma mère s'est levée comme si elle voulait me prendre dans ses bras. Je me suis arrêté juste hors de portée. Bonjour, ai-je dit. C'est docteur Lambert maintenant. Les yeux de mon père ont scié. Il n'a pas aimé ça. Nous nous sommes assis. Il y a eu une danse maladroite de menus et de commandes de café, comme si nous étions des étrangers à un mauvais premier rendez-vous. Dès que le serveur est parti, ma mère s'est penchée en avant. Nous sommes attaqués, a-t-elle commencé. Depuis cet article, les gens nous jugent. Les sponsors de ton frère se retirent. Les clients l'évitent. La position de ton père au club de direction est remise en question. Cela nuit à toute notre famille. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la capture d'écran de la discussion familiale du jour de ma remise de diplôme et je l'ai fait glisser sur la table. Mon message, aujourd'hui, je suis devenue la docteure Élise Durand. Vous avez choisi des saucisses plutôt que d'être là. Je ne l'oublierai pas. Sa réponse, nous avons dit que nous fêterions ça la semaine prochaine. Pourquoi fais-tu un drame? Et en dessous, l'enregistrement vocal de mon père, ne sois pas dramatique. C'est juste une cérémonie. Vous voulez dire ça, ai-je demandé. C'est ce que j'ai décrit. Vous êtes contrarié que les gens le voient enfin. La bouche de mon père s'est crispée. Nous avons fait une erreur. Les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de nous salir en ligne et de détruire nos vies. Choix de mots intéressants, ai-je dit, parce que quand vous avez manqué la remise de mon diplôme de doctorat, ce n'était pas juste une erreur. C'était un choix. Vous n'avez pas oublié. Vous avez privilégié la commodité. J'ai juste écrit ce qui s'est passé. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu déformes les choses. Nous t'avons toujours soutenu. Nous avons payé tes livres, ton loyer. Nous étions fiers de toi. Vous étiez fiers en théorie, les jeux interrompus, mais quand il a été temps de vous montrer, vous ne l'avez pas fait. Ni au lycée, ni à l'université, et ni quand ça comptait le plus. Avez-vous oublié que vous êtes parti plus tôt de la remise des diplômes de mon bac pour aller à son match d'entraînement? Ou que vous avez manqué la réception pour ma bourse parce qu'il avait besoin de la voiture? Ils se sont tus. Un couple à la table voisine a jeté un coup d'œil, mais je n'ai pas baissé la voix. Qu'ils entendent. Pour une fois, je voulais des témoins. Nous avons fait de notre mieux, a murmuré ma mère. J'ai ri une fois, doucement. Non. Vous avez fait de votre mieux avec lui. Avec moi, vous avez fait le strict minimum et vous avez appelé ça de l'éducation. Et quand j'ai finalement souligné le schéma, vous m'avez traité de dramatique. Mon père s'est penché en avant, la voix basse mais dure. Nous ne sommes pas les méchants de ta petite histoire de vengeance. Les familles ont des problèmes, mais on ne les étale pas sur Internet. C'est de la trahison. Vous voulez parler de trahison, ai-je demandé. Vous m'avez trahi chaque fois que vous avez clairement indiqué que j'étais optionnel. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de garder votre secret. Ce n'est pas de la trahison. C'est de la révélation. J'ai sorti une copie imprimée de l'article de mon sac et j'ai tapoté les pages. Savez-vous combien de personnes m'ont écrit à cause de ça, ai-je dit. Des gens qui ont vécu la même chose. Des gens qui pensaient être fous parce que leur famille leur disait que leur douleur n'était pas grave. Vous n'êtes pas en colère parce que j'ai menti. Vous êtes en colère parce que j'ai dit la vérité là où d'autres personnes pouvaient l'entendre. Les larmes de ma mère ont finalement coulé. Alors, que veux-tu? Tu veux qu'on rentre? Tu veux qu'on admette que nous sommes d'horribles parents? J'ai rencontré son regard.
Je voulais que vous soyez là quand vous ne l'étiez pas. Je voulais que vous l'assumiez. Pas que vous le déformiez, pas que vous l'excusiez, que vous l'assumiez. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Mon père l'a rompu. Tu as fait valoir ton point, a-t-il dit sèchement. Tu nous as punis. Et maintenant? Tu rentres à la maison. On passe à autre chose. Tu es notre fille. Question pour vous, si les personnes qui vous ont brisé n'admettent qu'elles souffrent que lorsque leur confort est menacé, méritent-elles de continuer à vous appeler leur famille? Il fut un temps où entendre « tu es notre fille » m'aurait anéanti, m'aurait fait revenir en courant juste pour être un peu aimé. Assise dans ce café, je me sentais fatigué. Pas en colère, pas hystérique, juste épuisé. Non, ai-je dit finalement. Je ne rentre pas à la maison. Ma mère a reculé comme si je l'avais giflée. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle murmuré. Nous sommes toujours tes parents. Biologiquement? Oui, ai-je répondu. Émotionnellement? Vous avez démissionné de votre rôle il y a longtemps. Je l'ai juste finalement accepté. Mon père a ricané. Tu as changé un nom sur des papiers et maintenant tu penses que ça efface le sang? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes documents légaux, ordonnances du tribunal, permis de conduire mis à jour, enregistrement professionnel. Je les ai fait glisser sur la table. Ça n'efface pas le sang, ai-je dit. Ça efface le sentiment que tout vous est dû. C'est le nom sur mes diplômes, sur la porte de mon cabinet, sur mes écrits. Élise Lambert. C'est qui je suis maintenant. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'ancien nom pour me ramener dans un rôle qui a failli me tuer. Les mains de ma mère tremblaient en dépliant les papiers, les larmes brouillant l'encre. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Tu nous effaces de ta vie? J'ai secoué la tête. Non. Je refuse simplement de vous laisser continuer à m'effacer de la mienne. Je vous ai invité à mes étapes importantes. Maintes et maintes fois, vous avez choisi autre chose. Je vous ai cru. J'ai finalement ajusté ma vie pour qu'elle corresponde à ce que vous m'avez montré. La voix de mon père s'est élevée, me disant que je réagissais de manière excessive, que les familles normales avaient des problèmes pires, que j'exagérais un seul événement. Je l'ai interrompu. Il ne s'agit pas d'un barbecue. Il s'agit d'une vie entière à apprendre que je passais en second. Seconde après la commodité, seconde après les horaires, seconde après votre enfant en or. Mon doctorat a juste été le moment où j'ai eu la preuve. Le jour où vous avez confirmé que même à mon apogée, je ne valais toujours pas un trajet en voiture. Ma mère a tendu la main sur la table, attrapant mon poignet. Nous pouvons arranger ça, a-t-elle supplié. Nous nous excuserons publiquement si c'est ce que tu veux. Nous dirons aux gens que nous avons eu tort. Mais ne jette pas ta famille. J'ai doucement retiré ma main. On ne peut pas réparer la pourriture avec une couche de peinture fraîche. Il faut arracher les parties endommagées. Pour moi, cela signifie m'arracher de ce système où je ne suis aimé que lorsque ça ne vous coûte rien. Je me suis levé, la chaise grinçant doucement. À partir de maintenant, si quelqu'un vous pose des questions sur moi, dites la vérité. Dites-leur que vous aviez une fille qui est devenue le premier docteur de la famille et que vous avez choisi un barbecue plutôt que sa remise de diplôme. Dites-leur que vous l'avez traité de dramatique. Dites-leur que vous ne l'avez contacté que lorsque son histoire a commencé à vous coûter de l'argent et un statut. Mon père m'a regardé, les yeux féroces. Tu vas regretter ça un jour, a-t-il sifflé. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que le charme était rompu. Sa désapprobation ne ressemblait plus à une condamnation à mort. Peut-être, ai-je dit. Mais je regrette déjà chaque année que j'ai passé à mendier des miettes d'amour de la part de gens qui ne pouvaient pas prendre la peine de s'asseoir sur une chaise et d'applaudir. Je préfère regretter de m'être éloigné que de regretter de ne l'avoir jamais fait. J'ai ramassé mon sac. La voix de ma mère a craqué derrière moi, prononçant mon ancien nom de famille comme un sort qui fonctionnait autrefois. Il n'a pas fonctionné. Je suis sorti du café, dehors au soleil. Et pour la première fois de ma vie, le mot « égoïste » ne m'a pas piqué. Il ressemblait à de l'autodéfense. Dans les mois qui ont suivi, les textos sont arrivés par vagues, colère, culpabilité, marchandage, nostalgie, puis finalement le silence. Par des parents, j'ai appris que la réputation de mon frère avait pris un coup,
que mes parents se plaignaient d'être calomniés, mais n'expliquaient toujours pas ce qu'ils avaient fait. Ce n'est pas grave. Ma vengeance n'a jamais consisté à ce qu'ils admettent leur culpabilité. Ma vengeance était simple, je me suis retiré. J'ai construit une vie sous un nom qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer. Mes patients me connaissent comme la docteure qui les croit. Mes amis me connaissent comme la femme qui sera présente, parce qu'elle sait ce que c'est quand les gens ne le sont pas. Ma famille choisit c'est que je ne choisirai jamais un barbecue plutôt que leurs étapes importantes. Parfois, tard dans la nuit, je pense à ce siège vide à ma remise de diplôme et aux chaises pleines à la fête de mon frère, et je ressens quelque chose qui ressemble à de la paix, parce que je comprends enfin que le sang n'est pas un laissez-passer pour blesser quelqu'un sans conséquence. Le vrai rebondissement n'est pas que j'ai changé de nom. C'est que j'ai cessé de croire que « famille » signifiait automatiquement « foyer ». Alors, je vous laisse avec ceci, quand les personnes qui partagent votre sang vous traitent comme si vous étiez optionnel, rester pour préserver la paix est-il un acte de